qui non seulement a renouvelé l'historiographie sur les guerres vendéennes, mais a cassé tous les tabous de l'historiographie officielle. Même certains ont essayé de voir dans les guerres de Vendée une lutte de classe. C'était assez amusant. Oui. Je vais être très bref. C'était une monstruosité, un véritable génocide. Il suffit de relire, entre autres, il y a plusieurs éditions, le livre de Babeuf, voir que les gouvernements successifs n'ont jamais reconnu les crimes perpétrés au nom de la République. Et vous avez trouvé récemment des documents officiels avec signature en bas de l'ordre prévoyant des massacres de masse, même les animaux. Notre gouvernement, nos gouvernements n'ont jamais reconnu ces crimes. Non seulement ça, on a essayé de faire disparaître cette mémoire. Pire, le nom de ces criminels orne les plaques de nos rues, on les retrouve sur l'Arc de Triomphe et un peu partout en France. Et je pense que tant que nos gouvernements ne reconnaîtront pas ces crimes, comme l'ont fait récemment le gouvernement russe pour la Révolution 17, la France continuera à répandre ses erreurs, ses abstractions subversives dans le monde. Et c'est important de connaître cette page d'histoire pour prémunir l'avenir. À vous, cher ami. Alors j'ai toujours l'habitude de dédier ma conférence à quelqu'un de présent dans la salle et ce soir je suis heureux de la dédier à un vieil ami qui m'a toujours soutenu, Jean Picolette, qui est ici présent. Et quand je dis c'est un ami qui m'a toujours soutenu, parce qu'avant même que nous nous rencontrions, il expliquait ce que j'étais. Vraiment, je te dédie cette conférence, Jean, parce que pour moi, tu es un ami profond, fidèle, et j'ai toujours le même plaisir à te rencontrer. Voilà, les choses sont dédiées. Alors, pour rebondir sur ce que disait le frère Thierry, alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec sa présentation, parce que je pense qu'il y a eu un compromis, un consensus, par manque de réflexion d'ailleurs, de profondeur, entre les héritiers de la tradition, de l'histoire vécue, de l'histoire subie, et ceux qui l'avaient créé cette histoire. Et en fait, personne, à l'exception, et vous l'avez cité, de Gracchus Babeuf, avait vu la spécificité de ce qui s'était passé en Vendée. Alors faisons le point là-dessus en termes de chronologie. Moi je suis ce que j'appelle un brito-vendéen, c'est-à-dire que j'ai baigné dans les deux cultures, à la fois bretonne et à la fois vendéenne. La Vendée, je rappelle toujours, c'est le Poitou, hein. C'est une Poitou de... je ne parle pas des Mauges, je parle, comment dire, de la Vendée. La Vendée, c'est vraiment le Poitou. Le Poitou a été divisé en 3 départements. Les Mauges, c'est le Maine. Hein. Et d'ailleurs, ce qui m'amène à dire quelque chose de très important, il n'y a pas de culture commune entre justement les Mauges, la Bretagne, puisque la Loire-Atlantique c'est la Bretagne, et le Poitou, parce que l'adhésion à la France, l'unification à la France, s'est faite au rythme des événements, et chacun dans le cadre de l'Ancien Régime conserve ses lois, ses coutumes. Et je rappelle toujours que les Bretons ne sont devenus Bretons que le 4 août. Eh oui, le 4 août 1789. Hein? Donc, parce qu'avant, les Bretons, avec le traité d'union de la France et de la Bretagne, qui est un traité de droit international, fait que le roi de France, qui est le père de la patrie, et non pas de la nation, au sens républicain du terme, conserve les spécificités des pays unis. N'oubliez pas que la Bretagne est un pays en tant que tel. C'est la même chose pour le Poitou et bien entendu pour le Maine.
Alors, donc chacun conserve ses traditions, ses cultures, ses spécificités. Alors bien entendu, le fond est le même, la trame est la même. Ce sont des pays helléno-judéo-chrétiens. La culture, l'identité fondamentale est la même. C'est l'histoire qui est différente. Parce que l'histoire, elle est fabriquée, pas l'identité. Et donc, jusqu'en 1983, il y avait un modus vivendi sur la perception des guerres de Vendée, mais aussi de la transmission des guerres de Vendée, qu'on retrouve aussi bien chez les révolutionnaires, c'est-à-dire ceux qui ont œuvré pour exterminer les Vendéens, que chez leurs héritiers, et notamment l'éducation nationale, etc., avec des grands historiens, je pense par exemple à Michelet, Mathiez, etc. Mais chez les héritiers de ceux qui ont subi l'histoire, c'est la même chose. Le vocabulaire est le même. On parle de guerre civile, on parle de massacre, on parle de tueries locales, etc. Et même ceux qui éventuellement auraient pu savoir, je pense notamment à ce grand historien qui est Crétineau-Joly, qui cite toutes les lois, qui cite tous les règlements, mais qui ne met jamais en perspective le rapport entre l'ordre et l'exécution de l'ordre. C'est incroyable. Quand je relis Crétineau-Joly, je suis toujours abasourdi par cette capacité intellectuelle à mettre les choses en lien. Donc lorsque nous nous retrouvons en 1983, il y a vraiment une unité de pensée, et avec ce qui se traduit entre autres avec l'héroïsation. Alors l'héroïsation chez les républicains, c'est Turreau, c'est Westermann, c'est Robespierre, c'est Danton, etc. Et l'héroïsation chez les Vendéens, eh bien ce sont les généralissimes, Charette, etc. Bon. Et chacun a ses héros. Et en fait, ces héros se rencontrent dans une histoire communément partagée et communément reproduite. Fondamentalement, lorsqu'on relit les livres qui étaient publiés par la maison religieuse MAM et faites pour les Vendéens pour qu'ils apprennent leur histoire, ou les livres officiels, il n'y a pas fondamentalement de différence. Tout le monde est d'accord pour ne parler que d'une guerre civile et d'horreurs qui ont été partagées réciproques. Le premier qui, en tant qu'historien contemporain, qui se pose la question de la nature. On m'a demandé de vous faire une conférence profonde, donc je vais vous faire une conférence profonde. Le premier qui se pose la question de la nature des événements en Vendée est Jean Meyer, le grand professeur Jean Meyer. Pourquoi? Parce qu'il a une vie personnelle qui a été extrêmement compliquée, et c'est celle qu'a eu le pape Benoît XVI, c'est-à-dire c'est un Alsacien, et il se retrouve sous les armes national-socialistes, et se retrouve sur le front de l'Est, il va s'enfuir, et il va se retrouver capitaine de l'armée rouge, puis après il va aller chez les Anglais, les Américains, et il va terminer sergent-chef de l'armée française. C'est pas ça qui est important. L'important c'est le après. Donc c'est un homme qui est profondément blessé par l'histoire, qui a été en contact avec des nuances, avec la violence d'État, qu'elle soit national-socialiste ou soviétique, et qui a été nommé tout à fait par hasard au lycée public de Nantes. C'est un Alsacien, un malgré nous, un blessé, et il va faire sa thèse sur la noblesse bretonne. Alors nous sommes dans les années 50, il n'y a pas encore l'ISF, ou le nouvel impôt, qui est aussi terrible que l'ISF, qui est fait pour décapiter la France traditionnelle, c'est-à-dire que les archives sont encore dans les châteaux. Et il va aller de château en château, à travers toute la Bretagne, dont la Loire-Atlantique, qui fait partie intégrante
de la Bretagne. Il faut être énarque, je rappelle toujours, pour ne pas le savoir. Et un jour, il arrive dans un petit village qui s'appelle la Chapelle-Basse-Mer. Et à la Chapelle-Basse-Mer, il arrive dans le château de Laënnec. Alors tout le monde connaît le fameux médecin René Laënnec, qui est un breton de Quimper, mais son cousin germain, Mériadec, qui est son chef de clinique, était de la Chapelle-Basse-Mer, où il avait son château, c'était son chef de clinique, qui est aussi mondialement connu, sauf en France, parce qu'il avait un certain nombre de brevets à son compte, et qui politiquement, il était légitimiste. C'est pour ça qu'on l'a gommé, et il a été le dernier président légitimiste du Conseil général de Loire-Inférieure, que l'on disait à l'époque. Et il arrive dans le château et il commence à parler avec le châtelain, je peux citer son nom, M. Sanson, et qui est un avocat, et qui a des dossiers extraordinaires dans son grenier, et qui vont être une source d'information pour lui exceptionnelle. Et en parlant avec lui, il est un peu surpris par le contenu de son langage. Jean Meyer sait que nous sommes en Bretagne, donc quand il pose la question, est-ce que vous êtes breton, l'autre lui répond non. Donc il ne comprend pas trop. Puis il sait qu'on est en Vendée militaire, c'est un intellectuel. Donc vous êtes vendéen, non. Donc il se dit, c'est un peu étrange qu'un pays aussi enraciné, aussi identifié, eh bien l'élite intellectuelle se reproduit en disant, je n'appartiens ni à l'un ni à l'autre histoire. Et en fait, on a un no man's land historique, un désert historique. Et comme c'est un intellectuel et un secondaire, il a enregistré ça. Et il s'est dit, c'est vraiment une curiosité de l'histoire, ce silence incroyable de cette élite. Alors, on ne parle pas du tout du peuple, bien, puisqu'on part du principe que le peuple n'a pas connaissance de son histoire. Vous allez voir que c'est important ce que je vous dis. Et donc, lorsque je me retrouve élève de Jean Meyer, en parlant avec lui, comme je suis de la Chapelle-Basse-Mer, il s'en aperçoit, puisque, paraît-il, j'avais un petit accent rural. Il me dit, mais tu es d'où? Je lui dis, ben, je suis de la Chapelle-Basse-Mer. Bien, mais je connais bien. Est-ce que tu connais ce monsieur? Évidemment, je connais. On a 200 ans d'histoire commune, au moins. Et il me dit, mais tu es d'où? Tu es quoi? Je suis quoi? Je suis breton et vendéen. Il me dit, mais pourquoi toi, tu me dis ça à Rennes, alors que lorsque moi je vais chez lui, à Chapelle-Basse-Mer, il n'est ni l'un ni l'autre. Et je lui dis, mais c'est simple. Parce que moi je vous connais et je sais que vous allez me respecter. Mais lui ne vous connaît pas, vous êtes un étranger, donc on est dans la zone de méfiance. Donc il ne va pas se dévoiler. Et je lui dis tout simplement, moi j'ai fait toutes mes études sur la rive droite de la Loire. Mon frère, ça vous dérange si je retire ma veste parce qu'il fait vraiment très chaud? Non? Oui. J'ai joué à l'américaine. Et donc, comme j'ai fait mes études sur la rive droite de la Loire, l'abbaye Saint-Sauveur de Redon, chez les eudistes, je raconte toujours que lorsque je traversais la Loire, je me défroquais de mon identité. Et lorsque j'arrivais à Redon, jamais je ne disais que j'étais du sud de la rive gauche de la Loire, parce que là on était traité de bas breton, c'était d'ailleurs une incohérence absolue. Et puis si je disais vendéen, alors là, ça c'était le truc incroyable, tout y venait, le chou, la carotte, etc. Bon bref, on était, mais vraiment, les anachroniques de l'histoire. Donc on était extrêmement prudents. Tout ça, quand je dis ça, ça surprend parce que dire qu'on est vendéen à l'heure actuelle, on est fier de l'être. Mais tout ça, c'est depuis ce qu'a fait Philippe de Villiers et ce que j'ai fait moi-même. On a bouleversé l'approche en 30 ans. Et là, Jean Meyer me dit, mais tu veux faire ton mémoire avec moi de maîtrise, j'aimerais bien que tu parles de la Vendée. Et là, je lui dis, ah non, non, surtout pas. Surtout pas pour deux raisons. La première, parce que c'est une histoire de famille. C'est une histoire de souffrance. Moi, quand je me promenais en Vendée militaire, ce n'était que des larmes,
que du sang. Et je raconte toujours cette histoire. J'allais au Luc sur Boulogne, que vous connaissez tous, cette fameuse chapelle. Le tiers du village, ce sont mes ancêtres qui ont été massacrés là-bas. Et je voyais ma grand-mère qui annonnait son chapelet. Et moi, je jouais avec ma petite voiture sur les marches de l'hôtel, mais je ne savais pas ce qu'elle faisait. Mais je la voyais pleurer. Mais je ne savais pas pourquoi elle pleurait. Et je me dis, si elle pleure, c'est qu'il y a une raison. Je n'ai compris ça que 30 ans plus tard. Mais quand on va dans les croix, je suis avec mon assistant en Vendée, il y a devant certaines croix, je me signe, parce que ce sont les croix de mes ancêtres. C'est là où ils ont été enterrés. Quand je vais à Salardenne, tout le monde connaît la fameuse église. Moi, toute la famille du côté de ma grand-mère a disparu dans cette église qui a été sauvée par le grand Bazin. Bon. Donc, dans la propriété de famille, le jardinier me disait, ben voilà, là, tu as eu un enseigne de massacrer, il me racontait les détails. Donc, tout ça, c'était sanguignolant comme histoire. Mais en même temps, la honte, parce qu'on n'est pas inscrit dans l'histoire de France. Et non seulement on n'est pas inscrit, mais on est considéré comme les traîtres. Ceux qui ont trahi. On ne sait pas trop quoi, mais c'est toujours le discours d'ailleurs véhiculé par certains. Donc lorsqu'il me propose le sujet, je lui dis mais non, c'est une histoire familiale et je ne veux surtout pas qu'elle sorte de la famille. C'est une histoire dans le pays. Et puis la deuxième chose, si j'osais faire ça, à quel titre je le ferais? Alors Jean Meyer est quelqu'un de remarquablement intelligent, je parle encore de lui au présent parce qu'il dit toujours, il a 93 ans, j'ai découvert ça aujourd'hui, et il m'a eu en me disant, il y a dans l'histoire officielle une raison qui est avancée, qui explique pourquoi on n'a pas travaillé universitairement la Vendée. Il n'y a pas d'archives. Et lorsqu'il y a des archives, celles-ci ne sont que de seconde main. J'aimerais voir si c'est vrai. Vous voyez, la démarche n'est pas du tout la même. On ne travaille pas du tout sur l'histoire, mais sur la notion d'archive. Et là, c'est un challenge intellectuel. Et là, ça m'intéresse. Et j'ai dit, ok, très bien, moi je vais démontrer s'il y a des archives ou pas. Et une fois qu'on a dit ça, ben, il faut délimiter un espace où travailler, sur lequel travailler. Et Jean Meyer, parce que c'est un intellectuel incroyablement brillant, me dit, tu vas embrasser d'un seul coup les 770 communes qui ont fait la Vendée militaire. Vous savez, moi j'ai 23 ans. Alors là, c'est des notions qui m'échappent totalement. Et puis je rappelle toujours, il n'y a pas de méthode. On ne sait pas comment faire. Il y a un challenge, mais on ne sait pas comment y arriver au challenge. On n'a pas de méthode, puisque c'est un sujet très spécifique. Et là j'ai dit, ah non, 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 moi je ne peux pas. Ça sort de mon univers intellectuel. Et là, il était décontenancé, et comme j'avais fait, moi, de l'université d'économie, j'ai dit, mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est un sondage. Et là, le mot lui plaît. Je dis, ben oui, tiens, c'est intéressant de faire un sondage. Mais, sur 770 communes, laquelle choisir? Et alors, c'est lui qui a eu cette idée, il me dit, ben attends, t'es natif de la Chapelle-Basse-Mer, tu vas faire un travail sur la Chapelle-Basse-Mer. Et là, c'est vraiment l'idée de génie. C'est vraiment une idée incroyable, parce que c'est grâce à ce travail fait dans ma commune natale qu'on a pu détecter, dans un premier temps, puis après vérifier, ce qu'était la nature de la Vendée militaire. Alors lorsque j'arrive, moi, lorsque j'accepte le sujet, j'arrive dans ma famille, puis je dis à ma grand-mère,
tiens, voilà ce qu'on me propose. À me dire, mais c'est superbe comme sujet. C'est une grande intellectuelle, ma grand-mère. Je raconte ça dans un livre avec elle, j'ai découvert toute la préhistoire. Elle était ciblée, elle, sur tout ce qui était Égypte, etc. Et à 10 ans, elle aurait su parler égyptien, j'aurais parlé égyptien, je connaissais tout de l'histoire de l'Égypte. Bon. Et elle me dit, c'est superbe. Attends, mais j'ai plein d'histoires à te raconter. Puis je vais voir le curé en disant, ah monsieur l'abbé, j'ai comme sujet, il me dit, ah, viens donc ce soir à la maison, moi j'ai plein d'histoires à te raconter sur la chapelle Basse-Mère. Le presbytère, c'était le mur à côté de la propriété de famille. Et on arrive, j'en souviens très bien, à la table, il avait, comment dire, une bouteille de muscadet, puis il commence à me servir à boire, puis je suis resté couché chez lui en fait, hein, parce qu'on a dû se coucher à 5 h du matin, tellement il avait d'histoires à raconter. Et là, je découvre quelque chose qu'on n'avait pas du tout imaginé. Nous sommes en 80. C'est l'incroyable richesse de la mémoire populaire. Je répète toujours ça. C'est que nous sommes en 2017, la mémoire populaire, elle est totalement morte. En 1980, cette mémoire était absolument intacte. Pourquoi ? Pour deux raisons. Le premier, criminel, je rappelle toujours que c'est le chauffage central. Lorsque le chauffage central arrive dans les maisons, c'est dévastateur. Et moi, je peux vous dire, j'habitais une très grande maison, on n'avait pas le chauffage central. Quand j'allais à l'abbaye Saint-Sauveur-de-Redon, on n'avait pas le chauffage central. Et le matin, il fallait casser l'eau, la glace dans l'évier ou dans le lavabo, parce qu'on l'avait versé la veille l'eau, et puis il fallait se laver à l'eau glaciale. Il n'y avait pas l'eau chaude. Et ça, c'est très important pour comprendre la reproduction des veillées. Pourquoi il y a les veillées? Parce qu'il fait incroyablement froid dans ces maisons. Et on va tous se réunir auprès de la seule source de chaleur qui existe, ben c'est la cuisinière, la gazinière. Et je me souviens de veiller autour de la gazinière, il y avait le personnel, il y avait les grands-parents, il y avait les enfants, etc. Et puis le feu de bois autour de la cheminée. Mais le feu de bois ne chauffe pas beaucoup, hein, le feu de bois. Il faut vraiment faire des grandes braises. On disait braser là-bas en Vendée. Mais la meilleure source de chaleur, c'est vraiment la cuisinière. Puis quand la télé est apparue, on l'a mis à côté de la cuisinière. Parce que, et on se parlait toujours, sauf quand le général de Gaulle prenait la parole. Alors ça, c'était autre chose. Bon. Mais autrement, durant la télévision, on parlait, on échangeait les choses, et on se transmettait. Mais le chauffage central, je rappelle toujours, c'est 70-80. C'est là où le chauffage va se répandre. Puis après, vous avez eu les écrans individuels, puis chacun va s'éclater de ce noyau, puis chacun va aller dans sa chambre, et puis les veillards, on va, avant de les euthanasier, on les met dans les hospices, et puis, etc. On y est, pas loin. Bon, ce que je veux dire, et d'ailleurs, le mort faisait partie de la vie. Jamais, chez nous, on a mis un mort à la maison mortuaire, le mort était dans la grande salle, et d'ailleurs, on parlait autour du mort. On le veillait, il y avait les fameux deuillons, je ne sais pas, ou les veilleurs, ça dépend, je ne sais pas si ça vous parle, tout ça. Mais en tout cas, tout ça, on vivait avec les vivants, les morts, et puis c'est pas du tout pour nous souhaiter notre anniversaire. Et donc on frappait sur cette porte, et ma grand-mère nous disait « Entrez ». Entrer dans la chambre de ma grand-mère, c'est un truc incroyable. Elle ne nous regardait même pas. Elle nous disait simplement, tu as 18 ans. Ben oui, j'ai 18 ans, c'est bien, je vais avoir mon cadeau. Pas de cadeau. Elle me dit, tu vas être appelé pour faire ton service militaire. Ah, je t'interdis de porter l'uniforme français. Ah bon? Bon. Je ne sais pas pourquoi, je vais voir mes frères, ils me disent, mais pourquoi on ne peut pas porter l'uniforme français? Oh, c'est une histoire très compliquée, t'es Vendéen, et c'est l'armée française qui nous a tués. Ah, très bien. C'est un raisonnement. Et en fait, on s'est rendu compte, à travers mon travail, que c'est un raisonnement partagé en Vendée, et d'ailleurs dans une certaine partie de Bretagne, et d'ailleurs dans d'autres régions en France. Alors tout ça a disparu avec la disparition
du service militaire, mais je n'ai pas fait mon service militaire en expliquant que j'étais vendéen, et l'officier recruteur me dit très bien, nous acceptons cela, et je n'ai pas fait mon service militaire français. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc une fois que... Mais je ne suis pas un engagé politique, moi. Vous savez, tout ça, on est dans la tradition des choses, on est dans l'université, etc. Il n'y a pas de politique là-dedans, il y a simplement une identité. Bon. Et puis elle me dit, voilà. Mais on ne sait pas les raisons profondes. Et les raisons profondes, je vais les découvrir que bien longtemps après. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. L'auteur qui a écrit Les Mouchoirs rouges de Cholet, comment il s'appelle? Ragon. Qui n'est pas du tout du même milieu que moi, qui est un milieu très modeste. Quand on se parlait, on avait exactement les mêmes histoires, les mêmes vécus, les mêmes reproductions de l'histoire. Et donc, je vais à la maison hospitalière, je vais voir les anciens du village, tout ça, j'enregistre des tas de choses, les conclusions, majorité de la population massacrée, etc., etc. Là, on est dans la tradition populaire. Je ne vous ai toujours pas parlé d'archives. Bien. Puis après, une fois que j'ai capté la tradition populaire, incroyablement riche, diversifiée, respectueuse. Sauf que les gens étaient scandalisés que ce soit l'armée française qui soit venue les tuer. Puis une fois qu'on a fait ça, je vais aux archives. Et je découvre qu'il y a deux types d'archives. Les archives privées, à la fois laïques et religieuses, et les archives publiques, qui sont à 4 niveaux. Niveau local, c'est la mairie, c'est important. Niveau départemental, c'est le département. Le niveau des archives nationales, puis bien entendu, puisque c'est une affaire militaire, les archives du sport de Vincennes. Au niveau des archives privées, vous avez deux types d'archives. Les archives religieuses, bien conservées, bien entretenues, qui sont locales, et puis au niveau de l'évêché, puis au niveau du Vatican, et puis au niveau, tout ça je le découvre, des frères de l'enseignement privé qui ont dû émigrer en 1905 en Belgique, et dont les archives sont à Rome. Puis bien entendu, les archives individuelles, familiales. Lorsqu'un homme comme Jean Meyer arrive dans un château, il va falloir qu'il s'identifie. Il va falloir qu'il s'impose, qu'il se fasse reconnaître. Mais jamais on va lui permettre d'accéder au châtrier, c'est pas possible, ou à l'armoire. On va lui apporter les documents au compte-gouttes. Et d'ailleurs, on va rester à côté de lui. On ne sait jamais, c'est un étranger. Quand moi j'arrive, on me dit, l'armoire est là-bas. Donc moi, je vais ouvrir l'armoire et je prends tout. On me dit, mais prends tout chez toi, tu nous le rapporteras plus tard. Quand je vais à la mairie, le maire, ça vous fait sourire, c'est tellement incroyable de nos jours, c'est même pas imaginable. Il me dit, tiens mon gars, d'abord on va baiser la fillette à la cave. On commence par ça. C'est fondamental. C'est l'origine de mes premières cuites locales. Je peux pas vous dire le nombre de cuites que j'ai pu prendre, alors que mon grand-père qui était médecin interdisait le vin et j'arrivais à la maison, mais vraiment, comme on disait, bourré. Mais on ne peut pas parler aux gens si on ne va pas d'abord à la cave. Baiser la fillette. Vous savez, la fillette, c'est la petite bouteille. Et donc, avec le maire, j'allais baiser la fillette dans la cave. Bien. Et après, il me disait, bon, mon gars, il te faut quoi? Les archives. Oh, les archives, c'est dans le grenier. Bon, l'échelle, elle est là. La baladeuse, elle est là. Tu as besoin d'une pelle? Je sais pourquoi une pelle? Des archives, on les balance à la pelle dans le grenier. Donc tout ça, c'est un tas. Si tu veux rentrer dans le grenier, il faut avec la pelle pousser. J'ai dit non, j'ai pas besoin de pelle. Et je vais y aller manu militari dans le grenier. La seule consigne qu'il me donnait était la suivante. Tu éteins bien les feux et tu fermes bien la porte.
Et donc j'ai passé mes nuits dans le grenier de la mairie. Et là, je découvre des documents plus incroyables les uns que les autres. Et un jour, il était extrêmement tard, j'étais fatigué. Et puis, vous savez, c'était des pans très abrupts. Et alors à l'époque, l'écologie n'était pas passée par là. Il y avait les ardoises. Et puis, ce que tu as mis chez toi là hier, des morceaux de bois. Non. Des virilelitos, c'était La volige. la volige. Bien. Puis donc il y avait la volige, puis les poutres. Et puis là, il y avait plein de documents de coincés entre les voliges et la poutre. Et puis je glisse ma main, et là je découvre le registre clandestin du recteur de la chapelle Basse-Mer en 1793 et 1794. Le document inespéré, incroyable, la liste des 800 personnes qui ont été massacrées localement, avec bien entendu, comme ce sont des registres paroissiaux, les prénoms, les noms, les âges, les circonstances de la mort et les lieux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et bien entendu, je prends tout ça, je l'emporte à la maison et je découvre tous ces noms-là. Et je comprends mieux lorsque je vais voir le sieur Bouillet qui me dit « Ah, les Bleus, ils ont tué chez moi X personnes, mais il n'a plus les prénoms, mais je retrouve ces gens dans les registres. » Registres incroyablement bien entretenus, d'autant plus que le recteur clandestin de la chapelle Basse-Mer, il est natif de la chapelle Basse-Mer. Alors conformément au droit canon, un prêtre natif d'une paroisse ne peut pas être nommé dans sa paroisse natale. Il était toujours nommé à l'extérieur. Et donc, comme il était nommé au pèlerin, la patrie de Fouché, qu'il a connu, de ce bandit de Fouché, de ce massacreur, c'est un criminel contre l'humanité. Ce qu'il a fait à Lyon, c'est innommable. Eh bien, il est venu chercher la sécurité et la paix chez lui à la chapelle Basse-Mer. Mais il connaît tout le monde. Donc c'est pour ça que ces registres sont aussi précis, mais aussi douloureux. Il y a un préambule dans les cadres de ces archives, mais à en pleurer, tellement c'est douloureux. Donc on a là un premier chiffre. Je me rends compte. Je ne fais que collecter les archives. Et puis, bien entendu, il y a tous les registres du 19e siècle. Donc, on a un deuxième chiffre. C'est-à-dire le chiffre de la population sous l'Ancien Régime, la population sous le Nouveau Régime. Et on sait qu'il y a 850 habitants qui ont disparu. Et ce qui me marquait, nous ne sommes pas encore dans le décodage. Ce qui me marquait, c'est que la population locale disait « on a massacré prioritairement les femmes, les enfants et les vieillards ». Et je ne vois que majoritairement des listes de femmes, d'enfants et de vieillards. Puis j'arrive devant Jean Meyer en disant, voilà, j'ai plein d'archives, puis des choses assez extraordinaires, comme le registre paroissial, non, de paroisse, excusez-moi. Et il me dit, c'est bien, tu vas pouvoir faire une thèse sur la chapelle Basse-Mer. Moi, j'ai dit, mais non, moi je ne suis pas venu pour ça. Vous m'avez demandé quelque chose de précis, de vérifier s'il y avait des archives. Et je viens de vous démontrer qu'il y a des archives, mais qu'en plus, elle est doublée par la tradition populaire. Donc, j'ai rempli mon contrat. Il me dit, mais écoute, tu as toutes les données, il suffit de tout mettre par écrit. C'était vrai. Et c'était facile. Alors, une fois qu'on est d'accord, on passe à la deuxième phase, c'est-à-dire la rédaction. Et de quoi on s'aperçoit? Qu'il y a un avant par rapport à une date qui est très précise, qui est double, 10 et 17 mars 1794. Et il y a un après. Ce n'est pas une rupture qu'il y a eu, c'est un fracas. C'est-à-dire qu'on a tout détruit, tout
cassés. Les hommes, les femmes, les biens, etc. Et qu'on peut évaluer humainement le nombre de disparus. Premier chiffre. Et un jour, Jean Meyer me dit, tu sais ce qui serait bien, c'est que tu puisses vérifier si la tradition populaire dit vrai, c'est-à-dire qu'on a cassé, détruit prioritairement l'habitat dans les bourgs. Les bourgs, c'est-à-dire les marchés, au sens du 18e, jusqu'à une période récente d'ailleurs. Hein. C'est les grandes surfaces qui ont tué le bourg, je rappelle toujours. Hein. On veut repeupler les bourgs, redynamiser les bourgs, mais les bourgs ont été brisés dans les années 70. Hein. C'est la grande surface qui a été à l'extérieur, qui a brisé les bourgs. Mais le marché, l'échange, l'offre et la demande se passent dans le bourg. Bien. Et d'ailleurs, le marché proprement dit à bestiaux se passe toujours dans le bourg, sur la place centrale. Et l'église, d'ailleurs, est dans le bourg. Et donc, il me dit, ça serait bien que tu saches qu'en fait, l'histoire en est toujours servie par la chance, ou le hasard, avec un religieux, un hasard avec un grand P. Et un jour, il y a le maire qui me dit, qui m'appelle au téléphone en disant, dis donc Reynald, viens donc samedi prochain à la mairie. J'ai un fou qui est venu me voir hier, mais un taré, un malade mental. Mais il m'a donné un document pour toi. J'arrive le samedi à la mairie. Il me dit, ah c'est bien gars. On va d'abord baiser un coup, à la cave, on y va, donc on remonte un peu bourré. Et puis il me dit, raconte l'histoire. Excusez-moi, baiser un coup, ça veut dire boire, hein, je rappelle toujours, c'est comme ça qu'on dit localement. Hein. Bon, je précise. Et donc, il me dit, voilà, ce document pour toi. La liste de l'habitat détruit à la chapelle Basse-Mer. Sauf que je n'ai pas l'origine, je n'ai pas la source, et je ne sais pas qui l'a donné. Il me fait une description incroyable de l'homme, un petit bonhomme, qui n'a même pas frappé à sa porte de maire, il était même maire, en disant, c'est vous le maire? Bah oui, c'est moi le maire. Vous connaissez Sécher? Ah oui, je le connais, parce que vraiment, il m'embête avec ses clés. Puis il a laissé hier la lumière allumée, ça, on ne m'a pas pardonné. Et puis, ben, vous lui donnerez ça. Mais vous êtes qui? Ça ne vous intéresse pas. Il est reparti. Et le hasard va faire que quelques jours plus tard, je vais rencontrer ce monsieur fou, qui est en fait un amiral, un médecin, et qui est un génie, une intelligence incroyable. Et il a découvert ce document tout à fait par hasard aux archives départementales de Loire-Atlantique de R124. Vous voyez, ça m'a marqué. La liste de l'habitat détruit. Très précisément, nom, prénom du propriétaire, date de la destruction, valeur de la maison, etc. Et nous avons la liste de 360 maisons. Le document, mais inespéré. Et bien entendu, quand je l'apporte, comme on apporte après une partie de chasse, je viens de passer mon permis de chasse, c'est pour ça que j'ai ce vocabulaire, on apporte le gibier en disant, tiens, on a abattu, on a tué ça, 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 j'apporte ça à mon maître comme à la fin d'une partie de chasse, en disant, ben voilà ce que j'ai trouvé. Il me dit, c'est incroyable. Mais là, il suffit de savoir le nombre de maisons qu'il y a à la chapelle Basse-Mer, puis de valoriser les choses, et on saura exactement le pourcentage de l'habitat détruit par rapport à l'habitat existant, et bien entendu, la valorisation, d'autant plus qu'on pourra les situer spatialement. Or, vous allez vous dire, lorsque on n'est pas historien, c'est impossible à faire. Mais si, c'est incroyablement facile, et en l'occurrence pour moi, doublement facile. Pas parce que il suffit de reprendre le cadastre de 1808, et là,
les propriétaires sont là, les localisations sont là, les noms de rues sont là, etc. Et j'ai pu situer spatialement l'habitat détruit. Et je me rends compte qu'effectivement, la tradition populaire se vérifie, c'est bien principalement les bourgs et les grands hameaux qui ont été détruits. Reste le problème de la valorisation, qui paraissait impossible, une tâche impossible. En fait, c'est une tâche pour moi qui était très facile, parce que le notaire de l'époque, c'est mon arrière-grand-père. J'avais tout dans les greniers. Donc j'allais dans le grenier, et j'ai évalué comme ça l'habitat. Et on se rend compte que la valeur de l'habitat détruit représente 51% de la valeur globale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Donc on a deux chiffres. On a le chiffre premier des habitants disparus, et on a le deuxième chiffre, le chiffre de l'habitat détruit. C'est incroyable de précision. Alors une fois qu'on a dit ça, on fait le constat que l'armée française arrive dans ce village, on appelle commune-village localement, arrive dans ce village, tue la population, détruit l'habitat. Et on sait que c'est l'armée française. Donc, immédiatement, un certain nombre de questions sont avancées. Pourquoi? Comment? Le bilan, on l'a. On a le bilan avant les causes. Et quelles ont été les conséquences? Après, c'est une question de logique. Si c'est l'armée française, c'est qu'elle n'a pu agir que par ordre. Quels sont ces ordres? Il faut remonter. Ces ordres ne peuvent être donnés que par le ministre de la guerre. Donc, ce sont les archives militaires. Mais nous sommes dans le cadre de l'armée contemporaine, c'est-à-dire que celle-ci obéit aux politiques. Donc je découvre les ordres au fort de Vincennes, mais qui s'inscrivent dans le cadre de la loi, et non pas du règlement. Quelles sont ces lois? C'est-à-dire que je découvre qu'il y a des lois à travers les ordres militaires. Conformément à la loi, je fais, etc. Mon frère, vous me laissez parler jusqu'à quand? Il est quelle heure là? Je suis parti jusqu'à minuit. C'est passionnant, passionnant. Si on a des fillages, 80. Non, mais vous voulez une conférence de fond, je vais vous la faire. Alors, une fois qu'on a remonté cela, on arrive au ministre de la guerre, Bouchat, qui lui ne fait que matérialiser les lois. Quelles sont ces lois? Vous savez, découvrir les lois, c'est assez facile. Il suffit de lire le bulletin des lois, c'est-à-dire le moniteur à l'époque. Et on cite les lois. En tout cas, on en cite deux. La première loi, ce que je découvre, c'est la loi du 7 octobre, du 1er octobre plutôt, 1794, mais qui s'inscrit dans la perspective de la loi du 1er août, 1780, et j'ai dit 1493, excusez-moi. Je lis la loi du 1er août, et je découvre que c'est une loi multidirectionnelle. C'est-à-dire que elle a 4 objectifs, cette loi. Celle du 1er août. Premièrement, arracher de la population les femmes, les enfants et les vieillards que l'on déporte. C'est la terminologie. Puis massacrer tout le reste. Exterminer tout le reste. La deuxième chose, c'est la loi pour la destruction des bois, des forêts, etc., la source de richesse. Troisièmement, la sollicitation
de l'armée. Et quatrièmement, une limite en termes d'exécution. C'est quelque chose d'incroyablement précis et d'unique dans l'histoire de l'humanité. Nous n'avons aucun système politique, aucun gouvernement dans le monde qui, en conscience partagée, a conçu, imaginé et mis en œuvre, toujours en conscience partagée, l'extermination d'une partie de lui-même. Vous ne trouverez ça nulle part, que ce soit en Union soviétique, dans l'Allemagne nationale-socialiste, ou chez les Chinois, ou chez les... comment dire, le Cambodge, Pol Pot, jamais vous trouverez ce type de loi. Le seul pays qui ait voté ce type de loi, c'est la France. Tout le reste, ça a été des règlements. Hein? D'ailleurs, c'est pour ça que c'est si dur pour les historiens qui travaillent sur les autres génocides de remonter à la source. Et vous verrez pourquoi. Et la loi du 1er octobre est une loi passionnante. Elle dit, très simplement, on va exterminer tout le monde. C'est-à-dire que on ne va plus arracher les femmes, les enfants, les vieillards pour les déporter, mais on doit exterminer tout le monde. Je découvre les choses sèchement, sans les comprendre. Donc je vais essayer de comprendre les mécanismes de tout cela. Et en fait, je vais découvrir qu'il n'y a pas eu 2 lois, mais en fait 4 lois. Et ces lois commencent très tôt. C'est cette notion de pureté et d'impureté. C'est les lois de Mars. Tout ce qui est impur doit être exterminé, doit être éliminé. Ce qui est vrai au niveau de l'esprit est aussi vrai au niveau des hommes, ce qui donne, entre autres, la loi des suspects. Je suis toujours surpris qu'une telle loi soit aussi banalisée en France. C'est-à-dire que le seul fait que vous soyez suspect, vous n'avez plus le droit à la vie. Et d'ailleurs, le slogan de la Révolution française est un slogan très précis. La liberté ou la mort. Et la loi du 1er août arrive comme une mécanique. Et la loi du 1er octobre, c'est la mise en œuvre, le constat de l'échec de la mise en œuvre de la loi du 1er août. Pourquoi? Mais tout ça, je vais le découvrir dans les archives. Parce que, en fait, et ça surprend les révolutionnaires, c'est que les femmes, les enfants, les vieillards refusent de se faire arracher de leur foyer et donc de se faire déporter. Et pire, un acte encore plus anti-révolutionnaire, c'est qu'ils sont protégés et défendus par les hommes. Ce qui est évidemment tout à fait naturel, évident. Mais pour ces révolutionnaires, c'est quelque chose d'incroyable, d'inimaginable. Alors une fois qu'on a dit ça, eh bien on va aller plus loin dans la logique. Et Babeuf l'a très bien vu ça. La loi du 7 novembre 1793, qui va retirer, je dis souvent, mais je n'ai pas d'autre mot, débaptiser la Vendée pour lui donner un nouveau nom, département Vengée. Et dans un premier temps, j'ai cru que c'était un jeu de mots, Vendée et Vengée. En fait, ce n'est pas du tout un jeu de mots. C'est la conclusion d'une addition d'axiomes qui sont les suivants. Il est inimaginable qu'on ne soit pas homme de progrès. Vous savez, les mots sont toujours les mêmes. Si on refuse le progrès, on n'est pas un homme. Si on n'est pas un homme, ben on est un non-homme. Mais il faut les classer, ces non-hommes. Et donc on va les bestialiser. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la terminologie, la classification de la femme, il n'y a pas eu un plan d'extermination, mais 4. Le premier plan,
va être conçu par le comité de salut public, ce qui bouleverse toute la tradition universitaire sur les rapports entre le comité de salut public et la Convention, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que les marxistes, et encore de nos jours, ont, en raison de la violence, de la terreur et du culte qu'ils ont pour certains terroristes comme Robespierre, imposé l'idée que le comité de salut public n'était qu'un organe au service de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire de la Convention. C'est absolument faux. C'est exactement l'inverse. C'est comme si aujourd'hui on me disait le président de la République est au service de l'Assemblée nationale. Eh bien, on n'aurait pas les lois que nous avons à l'heure actuelle qui ont été dites dans le programme de Macron. Nous avons une Assemblée nationale qui est à la botte du président de la République et qui vote comme un seul homme les volontés du gouvernement, même si ces lois sont complètement aberrantes. Bien. Eh bien, à l'époque, c'est exactement la même chose. Ce sont les membres du comité de salut public qui réfléchissent toujours en conscience partagée, et 112, et qui vont transmettre leur désir à l'Assemblée nationale. Et je rappelle toujours, ce qu'on ne dit jamais, c'est que les 12 membres du comité de salut public sont députés. Ils sont issus de l'Assemblée nationale. Ils sont représentants de l'Assemblée nationale. C'est le bureau de l'Assemblée nationale. Bien. Alors vous direz, mais ça n'explique pas tout. Ben si. Parce que la loi du 1er août dont je vous ai parlé tout à l'heure, moi j'ai trouvé l'original qui a été rédigé par les membres du comité de salut public le 26 juillet. Et c'est pour ça que je dis le génocide commence le 26 juillet. Bien. Et la loi donne cela. Et dès le 26 juillet au soir, on envoie les ordres que j'ai retrouvés à l'armée en disant voilà votre mission, vous devez exterminer, etc. Comment fait-on? C'est le premier plan. Il est très simple. On va, la loi est ici, venir par l'Est et le Sud, et on envoie l'armée, mais qui est toujours groupée. Et elle avance. Et puis bien entendu, elle est repoussée. C'est les fameux désastres du général Marcet, etc., etc. Deuxième plan. Parce que les choses vont se compliquer. Les Vendéens sont toujours dans le schéma guerre civile. J'en tue un, il m'en tue un, c'est la guerre civile. On n'est pas du tout dans ce cadre-là. On est dans une politique d'anéantissement et d'extermination. Et bien entendu, les Vendéens constatent qu'on massacre massivement, surtout à partir du 1er octobre, les femmes, les enfants et les vieillards. Et là, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce que c'est la nature profonde de la guerre qui est bouleversée. Et donc, ils ont une approche religieuse de l'événement, en se disant, ici, c'est devenu l'enfer. Donc, on va essayer de quitter l'enfer pour essayer de gagner un espace où on pourra survivre, au moins. Ben, c'est l'origine de la virée de Galerne. Les Vendéens quittent la Vendée uniquement en raison de la loi du 26 juillet et surtout de son prolongement le 1er août qui fait que l'on massacre massivement les femmes, les enfants et les vieillards. Et c'est pour ça d'ailleurs, une fois qu'on a compris ça, qu'il y a autant de femmes, d'enfants et de vieillards parmi les soldats de la virée de Galerne. C'est fait pour cela, pour les protéger. Alors, une fois que les Vendéens ont traversé la Loire, on a doublé la guerre de Vendée. C'est-à-dire qu'on a toujours un premier espace qui est circonscrit, et puis on a un espace mobile, fugitif,
errants. On ne sait pas du tout où ils vont y aller. Puis surtout, il y a un pays qui est extrêmement dangereux pour les révolutionnaires s'ils se soulèvent. C'est la Normandie. Les Normands sont toujours des gens prudents. C'est le nini normand. Et les Normands n'attendent qu'une seule chose, c'est de s'engager dans la guerre civile. Ils vont le faire plus tard. Mais faut-il encore qu'ils soient sûrs de gagner? En pas de risque en Normandie. Et donc, lorsque les gens traversent la Loire, je sais que vous êtes normand, c'est pour vous que je dis ça, et le fait de traverser la Loire et de errer, c'est une deuxième colonne. Et la priorité des priorités n'est plus le territoire circonscrit, c'est la colonne fugitive. Et on est d'autant plus terrorisé qu'on sait qu'elle a pour objet, s'il le faut, si elle peut, de faire tomber Paris en la prenant en tenaille. Alors, ce qu'on va faire, on va créer un deuxième plan. C'est le plan du 11 novembre, vous voyez que c'est très précis, 1793. Ce plan est toujours réfléchi au plus haut niveau de l'État, par le comité de salut public, et d'ailleurs, il ne va pas donner naissance, ce plan, à une loi, puisque la loi a été votée. C'est uniquement une mécanique. Et l'idée, elle est très simple, c'est d'exterminer au moins ces 80 000 habitants. Le problème, c'est que ces 80 000 Vendéens font partie d'une colonne mobile et fugitive errante. Donc on se dit, la seule solution, c'est de constituer une armée masse qui tombe dessus et qui les massacre. Le seul problème, c'est qu'on ne dispose pas de cette armée masse. Et s'il y a une armée masse, elle n'est qu'aux frontières de l'Est. Donc, il faut à la fois, parce que tout est lourd, tout est compliqué, il n'y a pas le téléphone à l'époque, etc. Puis il faut penser les choses, parce que le danger est aussi l'armée de l'Est. D'ailleurs, ça n'a pas été étudié, mais il y a dû y avoir des compromis entre les armées alliées et la France pour laisser à l'armée la possibilité d'aller vers l'Ouest. Puis l'armée va arriver en masse, et puis elle va massacrer massivement les Vendéens sur la rive droite de la Loire. Une fois qu'on a fait ça, ça ne résout pas le problème de la rive gauche, c'est-à-dire des 770 communes. Et là, on se dit, au comité du salut public, nos méthodes ne marchent pas. On ne peut pas utiliser l'armée comme on l'utilise. On ne sait pas trop pourquoi, mais il y a sûrement une raison. Et parmi les membres du comité de salut public, il y a un grand militaire qui est Lazare Carnot. Et Lazare Carnot, il a un copain qui s'appelle, il a deux amis, Carnot, entre autres. Les deux cousins Turot. Il y en a un qui est député et l'autre qui est général. Donc il va voir le député en disant, dis donc, ton cousin là, il est fidèle à la République. Ben oui, il est fidèle. Il ne pourrait pas aller nous faire une enquête en Vendée pour essayer de comprendre pourquoi on échoue dans cette guerre. Or Turot, on le présente toujours comme un imbécile, comme un gars qui a tout fait par peur. Et ça, pas du tout. Ce gars, c'est un technicien de très très haut niveau. Et son ouvrage sur la Vendée est un ouvrage remarquablement intelligent. Et je comprends pourquoi il a été décrié, parce qu'il dit tout. Il dit tout dans son opuscule. Et il dit deux choses notamment. Il dit, voilà, j'ai été contacté par les membres du comité de salut public. En tant que général, je me suis rendu à Paris. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Les généraux n'avaient pas le droit de se rendre à la capitale.
Et ensuite, par petits bouts de papier, on m'a donné la mission d'étudier la mise en œuvre de l'extermination des Vendéens. Le gars, il est nommé fin novembre. Il va y aller en Vendée, il va essayer de comprendre les choses. Et il va s'apercevoir de trois choses. La première, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un pays de bocage. C'est un pays de bocage, ce qui veut dire entre autres deux choses. La première, c'est qu'on ne peut pas circuler avec une armée. C'est ce que Napoléon va résoudre en traçant les grandes routes. Voilà. Mais à l'époque, on ne peut pas circuler. On ne peut pas emmener des troupes alignées. Et puis, bien entendu, on ne peut pas faire de bataille frontale. D'où la deuxième chose, la guérilla. Et bien entendu, dans le cas de la guerre de guérilla, qui est vainqueur? C'est toujours le local, parce que les autres ne savent pas faire, tout simplement. Et la deuxième chose qu'il constate, c'est qu'il n'y a pas de moyens. Donc il se dit, il faut à la fois changer de tactique et se donner les moyens. Et on va lui répondre, mais nous on n'a pas les sous pour payer. Oh, c'est pas grave, on va se nourrir sur la bête. D'autant plus que ce qui est en Vendée appartient à l'État. Ce qui appartient à l'État nous appartient. C'est le même schéma que nos énarques à l'heure actuelle. Et donc, une fois qu'on a dit ça, eh bien on dit, qu'est-ce qu'on fait? Et Turreau, qui est un génie militaire, dit, écoutez, on ne peut plus utiliser l'armée sous forme de plan masse, on va utiliser l'armée sous forme de colonnes mobiles. Et c'est l'origine des colonnes infernales. Et lorsque Turreau conçoit ce plan, il prend un double risque. Il faut en avoir conscience de cela. Le premier risque, c'est qu'il remet en question la ligne du comité de salut public qui a été avalisée par la Chambre, c'est-à-dire le fait de tomber sur les Vendéens par plan masse. Et la deuxième risque qu'il prend, si ce plan n'est pas agréé par les membres du comité de salut public, et s'il échoue, de facto, il en perd la tête. Donc, ce qu'il va faire par prudence, vous voyez que c'est pour ça que c'est un homme intelligent, parce qu'il a survécu. Il va envoyer une lettre que j'ai retrouvée, en disant, voilà, j'ai inventé un nouveau plan. C'est le seul plan, d'ailleurs, qui ne sera pas issu du comité de salut public. Et ce plan remet en question le plan masse pour le recours, l'utilisation des colonnes mobiles. Et je vais m'appuyer sur deux autres structures. Le comité de subsistance, dont le fondateur est Baudesson, dont le seul objet est le pillage de la Vendée et l'acheminement du fruit du pillage à Paris, où c'est vendu à Lancôme. C'est la période de l'enrichissement collectif des hommes politiques. Vous voyez que c'est pas nouveau tout ça. Et c'est pas 20 000 € par mois qu'ils touchent. Et donc, troisième structure, la flottille sur la Loire. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais elle est essentielle pour comprendre la guerre de Vendée. Il y a eu vraiment de très grands génies républicains en Vendée. Et notamment un homme qui va en perdre la tête, qui s'appelle le général Bessler. Au moment de l'insurrection, il est à Vitry. Et là, à Vitry, il se dit, oh, Gast, il faut parler breton tout de même. C'est foutu de la République, parce que à l'est, il y a les Alliés qui arrivent, et à l'ouest, tout l'ouest va s'insurger. La Bretagne rive droite, la Normandie,
le Maine, puis bien entendu, toute la rive gauche, la Bretagne, une partie du Maine et le Poitou. Donc il faut absolument diviser les forces, empêcher la liaison nord-sud. Je vous ai dit tout à l'heure que la loi était infranchissable, mais bon, on va la rendre encore plus, davantage infranchissable. On va monter sur place une addition, qu'on appelle une flottille, une addition de bateaux, qui va être chargée de sillonner la Loire pour empêcher toute traversée nord-sud, sud-nord. Donc on va isoler la Vendée. Et on va renforcer ça avec le plan Turreau à partir du 21 janvier 1794. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous connaissez tout ça. Ceci dit, très tôt, on va se rendre compte que cette méthode est tout aussi inefficace que les deux autres premiers plans. Et que plus on tue, plus il y a de la résistance. Plus on tue, plus il y a de républicains de tuer, ce qui est normal, parce que les gens se défendent, tout simplement. Et donc, le 13 mai, on va faire un double acte, le comité de salut public. Il rappelle Turreau, constatant son échec, mais on ne va pas le condamner pour ça, puisqu'il a demandé l'accord au comité de salut public et qu'il a bien reçu l'accréditation du comité de salut public par la lettre de Carnot du 8 février 1794 qui dit « c'est bien, c'est génial, c'est exactement ce qu'on te demande, tue, massacre, extermine ». Et la deuxième chose qu'on fait, on va mixer les deux plans, c'est-à-dire on va créer des structures fixes, ce qu'on appelle les camps de retranchement. Et à partir de ces camps de retranchement, on va envoyer des colonnes mobiles. Alors là, c'est une incroyable efficacité. Rien ne résiste à ça. Alors une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a décortiqué tout cela, une fois qu'on a reconstitué l'histoire, ça change tout. On n'est plus du tout dans le cadre d'une guerre civile. On est dans le cadre d'une politique d'extermination et d'anéantissement. Soulignez ce que je vais vous dire tout de suite. Parce que c'est ça qui est essentiel. Et on tue les gens et on détruit leurs biens. Non pas pour ce qu'ils ont fait, qui peut être pardonnable, mais pour ce qu'ils sont. Une fois que vous avez compris ça, ça change tout. Et ça change même la nature de la Révolution française. Et une fois que vous avez compris ça, vous comprenez parfaitement ce qui se passe à l'heure actuelle dans notre pays. Pourquoi est-ce qu'on chasse le riche? On chasse le riche parce qu'il est riche. C'est toujours la même logique. Tout l'ISF, etc. Bon, vous savez, la politique de Macron ne va absolument rien rapporter. Il n'y aura absolument aucun retour par nature. Puisque chez nous, philosophiquement, pour le français, le riche est un coupable à éliminer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours la même permanence dans la philosophie, dans la conscience française. Il y a toujours un bouc émissaire en France. Je ne vais pas entrer trop dans les détails. Alors, une fois qu'on a compris ça, il faut appeler les choses. Pourquoi est-ce que je suis arrivé au concept de génocide? Pour une raison tout à fait simple. C'est qu'une fois que j'ai fait tout ce travail et que j'ai conclu, comment appeler ça? Et je cherche désespérément un mot. J'ai fait du droit, j'ai 5 années de droit, puis dans mes cours, entre autres, j'ai travaillé sur le génocide. Et en plus, il y a eu un événement majeur dans ma vie, que j'ai raconté. J'ai été amené à travailler dans le cadre d'un hôtel juif orthodoxe dans le New York State. Alors quand vous êtes catholique, c'est extraordinaire de travailler dans le cadre de ces hôtels, parce que vous êtes indispensable.
Et les Juifs sont d'une générosité que vous ne pouvez pas imaginer. Je peux vous dire, j'ai travaillé 1 an avec eux. J'étais porteur de bagages, laveur de vaisselle. C'était extraordinaire. Bien. Et le respect qu'il y avait réciproquement. Et un jour, auprès de la piscine de l'hôtel, j'entends une vieille personne pleurer. Et je m'approche d'elle, c'est un vieillard, et je ne comprends pas ce qui lui arrive. Il pleurait, mais à chaudes larmes. Puis je m'agenouille devant lui, je prends sa tête sur mon épaule, puis je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ben, voilà ce qui se passe. J'étais avec mon petit-fils, et je lui ai raconté mon expérience dans les camps de concentration et d'extermination. Nous sommes en 78. Et il ne comprenait pas. Et je lui ai fait voir les chiffres qui étaient sur mon avant-bras. Et il a éclaté de rire. C'était quelque chose pour lui d'incroyable, d'inimaginable. Puis on a parlé. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est rigolo. Curieux. Rigolo au sens vendéen du terme. Curieux parce que c'est ma grand-mère qui me parle comme ça, de la Vendée. Donc c'est la première analogie inconsciente que j'ai faite. Quand je retrouve toutes ces archives, deuxième analogie. Et donc après je me dis, ben, le seul mot qui correspond, c'est le mot génocide. Puis ça donne la fameuse émission dont tu parlais tout à l'heure, Jean, d'apostrophe. On me dit, vous n'avez pas le droit, à l'époque, de parler de génocide, il n'y a qu'un seul génocide, c'est le génocide des Juifs, etc. Ce qui est un scandale intellectuel. Le génocide des Juifs a eu lieu, a été rendu possible en raison de ce qui s'est passé en Vendée et de toute sa filiation. Ça forme un tout. On tue le Juif non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. De même qu'avant-hier, on a tué l'Arménien pour ce, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il était, etc., etc. Donc c'est le mot génocide. Alors tout le monde me tombe dessus, je dois démissionner de l'éducation nationale, tout ça, pas un problème. Et le hasard, le frère en parlait tout à l'heure, fait que je vais rencontrer un monsieur qui me dit, vous savez, ce que vous avez écrit, c'est pas du tout nouveau. Il y a Gracchus Babeuf qui a écrit la même chose que vous il y a 200 ans. Ah bon? Gracchus Babeuf, tout le monde connaît, mais ses écrits sur la Vendée, personne ne connaissait. Je me suis dit, mais il est où ce livre? Il était à la médiathèque de Nantes. Ah bon? Quel référent? Il n'est pas accessible. Il faut prendre rendez-vous avec le conservateur adjoint. Deuxièmement, il va se donner les moyens. Et troisièmement, il va travailler dans le cadre du secret à partir de petits bouts de papier. C'est exactement ce que me disait Thuroux. Il parlait des petits bouts de papier. Le seul problème, c'est que personne n'avait retrouvé ces petits bouts de papier. Ben, ces petits bouts de papier, je les ai retrouvés en 2011. Alors, je ne vais pas tout vous raconter l'histoire. Vous savez, par nature, l'homme est feignant. Donc, je suis un homme, donc la conclusion s'impose. Et donc, il y avait ces cahiers, ces classeurs sur le comité de salut public que j'ai regardé en son temps. Et puis, c'est vrai qu'il y avait des tout petits bouts de papier, mais illisibles. Comme c'est illisible, comme je suis un homme, comme je suis feignant, je n'ai pas pris le temps de les déchiffrer. Et en allant aux archives nationales, alors que j'avais pondu mon livre sur la Vendée du génocide au mémoricide, je me retrouve aux archives nationales, et puis le hasard va faire que je vais, comment dire, me concentrer sur un petit bout de papier. Et là je me dis, mais c'est incroyable, parce qu'en fait il y a plein de petits bouts de papier comme ça. Donc on va arriver
que 2 jours plus tard, avec, comme quoi ça sert l'informatique, avec nos téléphones portables et nos appareils photo, et on va photographier tout ce qui est anormal dans les dossiers. Une fois qu'on a fait ça, on va tout imprimer. Et une fois qu'on a tout imprimé, on va essayer de reconstituer les dossiers. Et on va effectivement reconstituer les dossiers. Et en fait, ce sont les documents originaux de la pensée et de la mise en œuvre du système d'extermination signé par le comité de salut public. C'est comme ça qu'on a découvert qu'il y avait 4 plans d'extermination. Et qui a signé tout ça? Ben, c'est Robespierre, Danton, Carnot, Barère, etc. Ils ont tout signé. Et tout ça, c'est intact. Alors, pourquoi ce n'était pas connu? Ben, ce n'était pas connu pour la raison bien simple, c'était illisible. Quand je dis c'est illisible, on va vous apporter les livres tout à l'heure, vous verrez. Illisible, c'est vraiment illisible. Et ce n'est pas crédible, parce que ce sont que des petits bouts de papier. Mais lorsqu'on les reconstitue par dossier, grâce aux photocopies, et lorsqu'on les met dans l'ordre chronologique, ça prend tout son sens. Vous voyez, comme quoi la modernité peut servir à la... Et d'ailleurs, dans l'avenir, je pense que grâce aux moyens techniques, on aura exactement le nombre d'habitants qui ont disparu de la Vendée militaire, grâce notamment à la généalogie. C'est un énorme travail, mais cela va se faire. Et puis au niveau de l'habitat, ça va être extrêmement précis dans les dizaines d'années. L'autre jour, j'ai un journaliste, ça m'a énervé, qui me dit, ça y est, avec vous, c'est fini la guerre de Vendée. J'ai dit, mais non, ça ne fait que commencer. Parce que moi, j'ai donné une méthode, j'ai trouvé des documents, mais grâce à cette méthode que j'ai inventée, créée, et grâce aux documents que j'ai inventoriés, eh bien, il y en a d'autres qui vont venir. Et là, il y a un certain nombre d'étudiants qui travaillent sur le sujet de la Vendée. Tout à l'heure, je vous parlais du 4e plan d'extermination. Aucun, y compris moi-même, universitaire, n'en avait parlé parce qu'on ne connaissait pas. C'était invisible dans la masse. Ben là, il y a un étudiant qui a travaillé ce dossier et on a des choses extraordinaires. On n'est pas d'accord avec ses conclusions, mais ça c'est autre chose. Mais en tout cas, il a inventorié les camps de retranchement avec toute la mise en ordre des déplacements des troupes, etc. Les missions, ça c'est extrêmement précis. Alors, qu'est-ce que dit Babeuf? Il dit, ben voilà, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le peuple souverain a décidé en conscience partagée d'exterminer une partie de lui-même. C'est une première. Je cherche désespérément un mot pour classer ce crime contre l'humanité. C'est lui qui parle. Eh bien, je n'en trouve pas. Et pourquoi? C'est une première. Et il va créer ce concept de populicide. Et c'est vraiment dommage que la France, comme vous disiez tout à l'heure, mon frère, je ne sais pas où vous êtes parti, c'est vraiment dommage que la France ait gommé cette réflexion et ce crime. Parce que le mot y était, mais au-delà du mot, le concept était là. Et si le concept avait été bien travaillé, sans aucun doute, lorsque Davis, qui se retrouve comme consul général en Arménie, constate le crime de masse commis vis-à-vis des Arméniens, il cherche désespérément un mot qui parle de crimes horribles, etc. Mais faute de mots, il ne va pas être entendu. Mais plus tard, lorsque Lénine, Staline vont commettre ces crimes de masse, exactement pour les mêmes raisons, parce que l'autre n'a pas le droit de vivre, parce qu'il est différent, parce qu'il ne pense pas comme il faut penser, etc., eh bien, les politiques, les universitaires, etc., ne peuvent pas dénoncer en cohérence ces crimes, faute de mots. Parce que c'est le mot qui fait l'acte. C'est le mot qui permet d'identifier le crime. Si vous avez des formules vagues, etc., cela ne peut pas être entendu. Et on ne peut pas reprocher à Churchill, De Gaulle, etc., de ne pas avoir dénoncé ça. Ils n'ont pas de mots. Alors reste le concept de génocide.
le concept de génocide a été créé par un juriste polonais, Lemkin, pour dénoncer pas seulement les crimes nationaux-socialistes, mais tous les crimes de cette même nature. Et puis lui-même, il constate la même chose que Babeuf ou que Davis, il n'y a pas de mot. Donc il cherche désespérément le mot. Et comme bien entendu l'histoire n'a pas enregistré et donc transmis le mot de populicide, qui est vraiment le bon mot, il va créer ce néologisme qui n'est pas un bon mot, mais c'est le mot qui a été défini juridiquement de génocide. Et ce mot va être reconnu par la communauté internationale et surtout il va être défini. Et on est tout à fait dans le cadre de cette définition qui est très simple. On appelle génocide la conception où est la mise en œuvre, où est la complicité tant dans la conception que la mise en œuvre de l'extermination partielle ou totale d'un groupe humain de type ethnique ou politique ou religieux ou racial. Ben voilà. On l'a. Ça, c'est la 4e étape. La 5e étape, il n'est jamais trop tard. Tenez, vous avez même une chaise. Bonjour. Ah, c'est bien, vous avez les mains froides. Tenez. Ce qui est issu du goulag. Connaissez-vous. Et donc, 4e étape, qui est une étape intéressante, qui est celle que nous vivons à l'heure actuelle, qui est due à un juriste qui s'appelle Jacques Villemin, qui est un homme issu de sciences politiques et d'énarques, qui a été délégué auprès des tribunaux internationaux pour les crimes de guerre, les crimes de génocide et les crimes contre l'humanité, qui lui a décidé à un moment donné de vérifier si ce que je disais était vrai, mais en tant que juriste pur spécialiste. Et là, écrit un ouvrage qui est sorti il y a 4 mois, 5 mois, Vendée, crimes contre l'humanité, génocide, Arnaud. 1793 et 1794. Voilà, 14. Crime contre l'humanité, crime de guerre. Crimes de guerre et crimes de génocide. C'est un livre remarquable. Au CERF. C'est un livre remarquable pour 3 raisons. Au moins. Premièrement, c'est le regard d'un juriste spécialiste en la matière. C'est le regard d'un énarque. Et c'est le regard d'un diplomate. Et avec une petite nuance qu'il est en train de remettre en question, il est tout à fait d'accord avec mon analyse qui a été classée comme analyse d'historien. Ce qui est une erreur, à mon avis, parce que l'approche que j'avais est doublée, qu'importe, c'est le résultat qui compte. Alors une fois que les techniciens, c'est-à-dire les historiens que je représente, et les juristes qu'ils représentent, de surcroît spécialistes, disent communément que c'est un crime de génocide. Il est tout à fait évident que la France ne peut que le reconnaître. Alors le problème est le suivant. Je vous ai dit tout à l'heure, dans l'introduction, que aussi bien les bourreaux que les victimes, que les descendants des bourreaux que des victimes, sont tombés naturellement sur un compromis en parlant de guerre civile exclusivement et en mettant en avant l'héroïsation. Ce qui va se traduire, entre autres, ce que vous disiez tout à l'heure, mon frère, c'est que dans chaque partie,
on va donner des noms de rues à ces héros, des noms à Paris de métro, même on va placardiser comment dire, les noms sur l'Arc de Triomphe. Il y a au moins une dizaine de criminels sur l'Arc de Triomphe qui ont œuvré en Vendée. Mais en Vendée, la même chose. Et donc, c'est deux histoires qui sont sur un socle commun, mais qui ne peuvent pas se retrouver parce que tous les deux sont le résultat d'un mémoricide. Alors, parlons du mémoricide. Je fais le constat que je vous ai dit tout à l'heure, qui est incroyable, hallucinant. C'est que jusque dans les années 85, ni l'une ni l'autre des parties n'ont vu la spécificité du crime commis en Vendée, ni même ne se sont posé la question. Quand on lit un ouvrage comme celui de Critino Joly, on ne peut être qu'halluciné. Il dit tout et il ne dit rien. C'est incroyable. Il cite les lois, n'en tire aucune conclusion. Alors, comment cela se fait-il? Comment cela se fait-il qu'on soit arrivé à cette incroyable conclusion qu'il n'y a eu qu'une guerre civile et que, officiellement, les Vendéens sont des criminels parce qu'ils ont poignardé dans le dos la République française naissante et universelle. Et donc la question que je me pose est la suivante. De quand date cela? Évidemment, comme je ne connais pas l'acte premier, je suis obligé de remonter le fil de la pelote. Je n'ai pas le choix. Donc je fais le constat que je viens de vous dire, et puis je vais remonter dans le temps. Et je constate que des hommes politiques comme Clémenceau, Jaurès, tiennent ce discours. Je vais remonter plus loin et puis j'arrive en 1884, la date de la fondation de la chaire de la Révolution française, qui tient aussi scientifiquement ce discours et qui l'impose. Et je remonte en avant, puis je tombe bien entendu sur Michelet. Et puis je remonte encore, et là je tombe sur des écrits extraordinaires. Et notamment un écrit à la fois d'un historien national, mais aussi des locaux. Et vous allez voir la modernité de tout cela. Un seul historien, et je vous conseille de le lire, c'est Hippolyte Taine, qui a abordé cette question. Il faut lire Hippolyte Taine, 1884. Et donc, qu'est-ce que disent ces survivants? Mais ils disent la même histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, avec ce vieillard juif et ses chiffres. C'est-à-dire dans les années 1820-1830, il y a des survivants qui disent « On nous dit cela, mais moi j'ai été noyé. On m'a jeté dans l'eau. On m'a jeté dans l'eau parce que Vendéen, et je n'ai survécu que parce que j'ai pu me défaire des ficelles qui liaient mes jambes, qui liaient mes mains, etc. Et je savais nager. » Mais c'est la même chose. Et puis il y a d'autres historiens, je pense à Usureau, par exemple. Usureau est un historien national. Puis il entend à Paris des gens qui ricanent en disant on dit même qu'il y a eu en Vendée des tanneries de peau humaine. C'est pas vrai, c'est pas possible. Et lui, il se dit je vais prouver que ça n'a pas existé. Donc il arrive en Vendée, à Angers, et puis là il commence à parler, il dit oui bien sûr. Ah mais il y a quelqu'un qui peut vous en parler. Au Pont de C, un monsieur qui est un berger qui s'appelle Perrin. Ah bon? Donc il va voir le berger, puis il dit mais tu peux me parler du dépiotage des peaux? Il dit ah oui, oui bien sûr, ça s'est passé là. Et j'ai vu tels hommes qui ont fait ça. Et avec la technique, comment on coupait les peaux, etc. etc. Et puis,
Et puis c'est tout. Donc le gars, il retranscrit les choses. Mais, moi qui suis un historien, qui vais aux archives, ben, j'ai retrouvé le rapport officiel des gens. Des rapports lors d'un procès, où il raconte c'est Pékel qui est à l'origine de ce dépiotage, comme ils disent, et qui explique comment il faisait, etc. Et c'est là où on découvre tous les dossiers sur la fonte des graisses, comment c'est la comtesse de la Bouère qui raconte ça, parce que les gens viennent lui parler, etc. En fait, toutes les horreurs qu'on a pu connaître, parce que tout est bon dans le Vendéen. Ben, les cheveux, pour les perruques, les dents, pour les dentiers, la peau pour les costumes. La Vendée a été animalisée, vous voyez, au plus haut niveau, l'industrialisation. C'est-à-dire que ce qu'a fait Lénine, Staline, etc., c'est ce qui s'est fait en Vendée. Alors vous me direz, quel rapport? Ben, le rapport, il est objectivement très simple. Tous ces grands criminels contre l'humanité ont deux références. La référence intellectuelle, qui sont doubles, c'est-à-dire les Lumières, et bien entendu, les grands acteurs de la Révolution française. Que ce soit Talat Pacha, Lénine, Staline, etc., leur héros, c'est Robespierre. Talat Pacha, dans son bureau, un tableau de Robespierre, mais Pol Pot aussi, etc. Leur référence, elle est là. Alors, référence ne veut pas dire filiation, mais la filiation, elle est aussi là. Ben, c'est Lénine. Lénine qui vient étudier ça en Vendée. Et Lénine qui est allé en 1910, ça c'est la preuve objective, avec sa femme et sa maîtresse à Pornic, étudier la Vendée. Et d'ailleurs, Courtois sort son livre sur Lénine, je ne l'ai pas encore lu, je ne l'ai pas reçu, mais il cite toutes ces références. Et Lénine, tous les lieux à exterminer, il appelle ça Vendée. Mais plus tard, Pol Pot, tout ça, feront la même chose. Bien. Mais on peut aller encore beaucoup plus loin. C'est tous les grands généraux de la Première Guerre mondiale, je pense à Nivelle, dont l'objectif est un objectif révolutionnaire, d'aboutissement, de finalisation de la Révolution. Et c'est pour ça qu'on envoie prioritairement les Vendéens, parce que Vendéens, les Bretons, parce que Chouans, etc., aux avant des armées. Mais tout ça, c'est dit. Il faut lire, il faut mettre en perspective l'affaire des fiches, etc. D'où l'échec de 1914. C'est parce qu'on a une approche idéologique de la guerre que ça va donner ce désastre, à la fois humain, mais aussi planétaire. Oui. Donc il y a toujours une filiation. Alors, je n'ai toujours pas répondu. Quelle est l'origine du mémoricide? Quel est l'acte fondateur de ce 4e crime contre l'humanité? D'ailleurs, c'est ce que nous disait Villemain. Il ne comprend pas que les juristes n'aient jamais posé le problème de la mémoire et n'aient pas conçu ce mot de mémoricide. Ben, la raison, elle est toute simple, c'est ce que je lui ai expliqué. C'est que lorsque les 4 chefs de gouvernement se retrouvent pour parler de tout ça à Yalta, etc., vous avez Charles de Gaulle qui représente la France, Roosevelt, les États-Unis, Churchill, l'Angleterre, et Staline, l'URSS. Il n'était pas à Yalta, mais plus tard. Voilà, Téhéran. Bien. Tu as raison de me corriger. Merci. Toi, c'est bien de t'avoir dédié. Et donc, ils sont tous empêtrés dans l'histoire nationale. La France, c'est bien qu'il ne faut pas aller trop dater dans son histoire. Il y a des choses qui ne sont pas à voir. Surtout que De Gaulle a une autre conscience historique.
Churchill se souvient de l'Irlande, se souvient de l'Écosse, c'est un lettré. Vous avez Roosevelt, les Indiens. Et puis bien entendu, Staline, lui, c'est pas un génocide, mais c'est un listing de génocide. Donc personne ne veut aborder le problème de la mémoire. Et c'est pour ça qu'on va chasser de ce crime de génocide, ce crime de mémoire. Alors je n'ai toujours pas répondu à la question, quel est l'acte fondateur de ce crime? L'acte fondateur, je l'ai cerné et étudié. Je vous ai dit tout à l'heure que les Vendéens avaient compris que la nature de la guerre civile, raisonnons comme il raisonne, avait changé à partir du 1er octobre 1793. Et ils décident de quitter cet enfer pour essayer de retrouver une certaine paix sur la rive droite de la Loire. Le généralissime de la Loire, des bords de Loire, qui s'appelle Bonchamp, a été mortellement blessé. Il a été blessé et il va en mourir à Varennes. Et lorsque on imagine traverser la Loire, il sait qu'il n'en a que pour quelques minutes à vivre. Le problème, c'est qu'il y a 80 000 Vendéens qui doivent traverser la Loire et aller sur la rive droite. Et il y a aussi 5 000 Bleus prisonniers. Ce sont des crapules, des ordures, des massacreurs, des génocideurs, tout ce que vous voulez. Bien entendu, on n'a pas le temps de les juger. Et on est dans la guerre. Donc, par nature, ils doivent être exécutés pour ce qu'ils ont commis. Sauf que Bonchamp est un chrétien. Et il sait que s'il fait exécuter ces 5000 Bleus, ou s'il les laisse exécuter, il est coupable et responsable devant Dieu. Et donc, ça va chauffer. Et il sait aussi que s'il laisse faire, il rend coupable tout le monde. Alors il va faire deux choses. Ce n'est pas un pardon, c'est une grâce. Moi, chef, je vous demande, en conscience partagée, universelle, de les gracier, c'est-à-dire de ne pas les exécuter. Et comme vous ne pouvez pas les emmener avec vous, je vous demande de les libérer. Je ne sais pas si on est compte de ce geste incroyable. Ces gens qui ont tué, c'est les membres de sa famille, ses frères, ses sœurs. Ils ont tué leurs frères, leurs sœurs, à ces 80 000 Vendéens, parce qu'ils sont chrétiens. Il les gracie et il les libère. Et il traverse la Loire. Et bien entendu, ces 5000 Bleus, plus crapuleux les uns que les autres, se retrouvent sur la rive de la Loire, à attendre. Et arrivent quelques heures plus tard les troupes républicaines à la tête de laquelle est Westermann, le bourreau. Et qu'est-ce que vous faites là, les gars? Ah ben nous, on a été graciés et libérés. Comment ça, vous avez été graciés et libérés? Ah, ils sont vachement bien, les Vendéens. Oh, ils auraient dû nous tuer parce qu'on est vraiment des salopards. Et ils nous ont graciés et libérés. C'est vraiment des gens bien. Et je vois pas ce qu'on leur fait et pourquoi on leur fait. Vous imaginez la panique chez ces cadres supérieurs. Qu'est-ce qu'ils font? Une chose très simple. Ils prennent leur téléphone portable et ils appellent Robespierre. Bon, ça dure 6 jours tout de même, en disant, dis donc, qu'est-ce qu'on fait là? Parce que les Vendéens, en les graciant,
et en libérant, eh bien, sont devenus des héros pour les républicains. Et rien ne justifie leur extermination. Donc, toujours par téléphone portable, il répond en disant « Eh les gars, on va oublier tout ça, hein, et on va faire deux choses. La première, je vous interdis de dire la vérité. Je vous interdis de dire la vérité. Vous ne dites pas qu'ils ont été graciés et libérés. Et pire, vous allez dire que c'est vous qui les avez libérés et qu'ils ont été maltraités par les Vendéens. Premier acte. Deuxième acte. Vous allez demander à ces soldats graciés et libérés de réparer le crime qu'ils ont commis d'avoir accepté la grâce et la libération des Vendéens en les massacrant et en commençant par les gens du pays qui sont de surcroît témoins. Et des gens qui disent non et qui préfèrent sacrifier leur vie pour cela. C'est extraordinaire. Donc il y a des héros républicains, mais malheureusement pas ceux que l'on dit. Alors dans le cas de l'héroïsation républicaine, je vais vous en citer quelques-uns. Turreau, qui a eu son nom de caserne. Robespierre, son nom d'une bouche de métro, son nom de rue. On veut même monter un musée pour lui, à Arras. Barère, héros, bien entendu, qui a son mausolée, etc. Carnot, Lazare Carnot. Quelle est la ville qui n'a pas sa rue, Lazare Carnot? Son lycée, ses statues, etc. Et comme disait un grand juriste juif, c'est comme si on avait donné, on mettait à l'heure actuelle, on donnait des noms de rues à Hitler en Allemagne, etc. Ou en Israël, c'est des choses incroyables, voyez. C'est pour ça que c'est très difficile de faire de l'histoire objective. Voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez me poser, puis je vais conclure après. Tiens, va vite chercher la voiture, toi.